Ici, on prend des pacemakers pour des gens qui n'ont pas besoin d'un pacemaker. Ce sont des patients qui n'ont jamais fait des bradycardies, qui n'ont jamais fait un ralentissement excessif, mais que l'objectif maintenant, c'est de resynchroniser, on va voir de quoi on parle, pour essayer de que les deux ventricules droite et gauche marchent en même temps pour les patients où ça ne se produit pas. Donc, on commence, disons, à parler de ces thérapies pour les patients qui ont un cœur dilaté, donc défaillance cardiaque, une fraction d'éjection en bas de 35%, on va les répéter, vous le savez dans vos cahiers aussi, et un bloc de branche gauche. Pourquoi le bloc de branche gauche? Normalement, il faut que l'électricité se rentre dans les deux ventricules droite et gauche en même temps. Il faut que les deux ventricules, avec l'électricité qui arrive en même temps, pompent en même temps, et on va esquisser les sangs pour que les sangs sortent avec chaque battement. Donc, il faut que les deux parois de chaque côté s'approchent vers le centre, le septum qui va grossir vers les parois extérieures. Et entre tout ça, on va esquisser les sangs, puis on va, disons, pousser vers l'aorte, vers la tête pulmonaire. Qu'est-ce qui se passe si on a un bloc de branche gauche? L'électricité va se rendre très lentement dans le côté gauche. De sorte que quand l'électricité arrive dans le côté gauche et la paroi gauche pompe, tout le reste est déjà longtemps fini de contracter, et à nous d'esquisser les sangs pour que ça sorte, mais ça va simplement tasser les sangs d'un côté et on perd beaucoup de la force de la contraction. Donc ça donne une séquence anormale dans l'activation électrique du muscle cardiaque. Ça aide aussi, à cause que ça pompe vraiment croche, à avoir plus d'insuffisance ou de régurgitation mitrale. Ça aide aussi à diminuer le temps de remplissage. Et finalement, tout ça, on appelle l'ensemble de ces altérations pathologiques, on appelle la désynchronisation entre la droite et la gauche. Pour le dire facile aux patients, la droite et la gauche, ils pompent tout croche, un qui va en premier, l'autre qui va après, ils ne font pas leur travail ensemble. Donc, un petit diagramme simplement pour essayer d'illustrer ça avec des images. Ici, ça serait un ventricule qui fonctionne bien. Vous voyez comment toutes les parois ils pompent ensemble. Donc, l'électricité arrive dans toutes les parois en même temps et le ventricule est capable de générer un volume systolique normal. Ici, un ventricule dilaté où la contraction se fait vraiment pas bien. Vous voyez bien la différence. Ici, toutes les parois ils pompent en même temps. La cavité à l'intérieur il va se réduire pour faire sortir du sang, tandis qu'ici, il y a une paroi qui se contracte en premier, l'autre après. La contraction se fait vraiment toute croche. Je n'ai pas d'autre meilleure façon d'expliquer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand la branche gauche est coupée? Donc, on essaye de mettre un câble pour le ventricule gauche. La porte d'entrée, c'est le sinus coronarian. Donc, on fait un pacemaker standard avec un câble à droite, un câble en haut dans l'oreillette, et un troisième câble qu'on va envoyer justement où la paroi est très tardivement activée pour essayer de faire la resynchronisation ou de ramener les deux côtés pour qu'ils travaillent les deux en même temps. Donc, si on stimule les deux côtés maintenant, peu importe si la branche gauche est bloquée, on va ramener les deux parois encore pour qu'ils travaillent de façon synchrone. Et c'est ce qu'on appelle la resynchronisation ventriculaire. Et donc, on récupère tout ce qu'on vient de dire qui était anormal. Et avec tout ça, on améliore l'efficacité de la pompe gauche. Et on a fait pas mal d'études déjà. Ça a commencé il y a plus que 10 ans. Donc, au départ, les études simplement étaient basées sur la classe fonctionnelle. On voit comment, dans les études, en fait, CRT, c'est la resynchronisation. Tous les patients ont augmenté leur classe fonctionnelle de beaucoup. On a moins d'admissions. On va voir plus en détail. Les ventricules, en fait, commencent à réduire ce diamètre. Donc, il revient, était gros à cause de la resynchronisation, redevient plus petit, plus normal. La fraction d'éjection qui augmente, ce qui n'arrive pas avec les placebos. Donc, dans plusieurs paramètres qu'on a étudiés, les patients se sentent mieux, sont capables de faire plus, les ventricules deviennent plus petits, la fraction d'éjection augmente. Et c'est ce qu'on voit dans les rayons X. Pour accéder, on va faire une petite injection de colorant dans le système du sinus coronarien pour voir en fait c'est où les branches qui ont pu cannuler. Et après, par là, on va implanter les câbles. Moi, je montre ça aux patients pour dire, voyez-vous, on prend votre ventricule en sandwich entre les deux côtés et c'est comme ça qu'on ramène finalement ces gros ventricules à mieux travailler.
Encore la même chose, ils sont là pour montrer qu'on a mis dans cette veine ici le cathéter qui est rentré là et qui reste là pour la resynchronisation. C'est beaucoup de chiffres, mais je ne veux pas vous faire, disons, vous endormir un après-midi, simplement pour dire qu'on a fait plusieurs études et on a pris des patients tous malades, entre 2 et 4, fraction d'éjection toujours en bas de 30%. On est capable de diminuer le nombre d'admissions, donc l'effet de pouvoir déjà diminuer le nombre de retours à l'hôpital en défaillance cardiaque, ça donne beaucoup pour le système de santé, on sauve beaucoup d'argent en plus de sauver des admissions pour les patients. On est capable de diminuer la mortalité pour défaillance cardiaque et on a commencé aussi à avoir diminution de mortalité totale avec la resynchronisation. Donc, deuxième message, si on veut diminuer la dyspnée, si on veut aider les patients à marcher plus, donc ça c'est partie d'améliorer la qualité de vie, et les patients remplissent les critères, il faudra proposer l'implant d'un resynchronisateur. On peut faire les deux ensemble, on peut faire maintenant défibrillateur et resynchronisateur. J'ai des patients encore trop âgés ou qui ont refusé un défibrillateur que je propose encore la partie resynchronisation avec un pacemaker tout court qui pourrait aussi les aider. Donc ça c'est pour les patients qui sont un petit peu plus malades. Ce sont les patients qui sont en classe fonctionnelle au moins de 3 et pour la fraction d'éjection en bas de 35% avec un QRS large, ça c'est les blocs de branches, donc un QRS en haut de 130 millisecondes. Il y a d'autres études qui ont montré aussi que ça commence à diminuer la mortalité totale aussi. Je ne veux pas vous prendre trop de temps, on va répondre des questions après. Ça, je pense que vous connaissez tous, mais sinon c'est important, je vais prendre 2 minutes pour parler de ça. Ce n'est pas les classes 1 à 4, ça c'est des stades de défaillance cardiaque. Sûrement, plusieurs d'entre vous les connaissez déjà. Donc les patients qu'on voit sont des patients dans les stades C ou D, ce sont des patients qui ont des symptômes. Mais il existe des patients qui ont un cœur faible, qui ont déjà une dysfonction ventriculaire gauche importante, mais qui sont encore asymptomatiques. Ce sont des patients dans le stade B. Leur cœur est déjà malade, mais ils ne le savent pas. Puis si on ne fait pas une échographie cardiaque, on ne va pas le savoir. Ce sont des patients qu'on trouve plutôt par hasard. Et on a encore un stade précédent, parce que la défaillance cardiaque n'arrive pas, disons, du jour au lendemain, ça se prépare. Donc ce sont les patients à risque. Idéalement, ce n'est pas à nous aujourd'hui, mais idéalement, c'est ici qu'on devrait travailler encore plus en prévention pour aider, disons, à prévenir les passages ici. Donc, pour les patients qui ont déjà une dysfonction ventriculaire gauche sévère, en bas de 40%, on commence à parler, par exemple, de défibrillateurs en bas de 30%. On donne des médicaments pour éviter que la maladie progresse. Si les patients commencent à avoir des symptômes, s'ils sont déjà rentrés à l'urgence ou à l'hôpital avec des symptômes, ils passent maintenant à le stade C. Puis, en ce moment, ce sont des patients qui pourraient en bénéficier d'un défibrillateur et d'un système biventriculaire. Puis, bon, les patients qui sont déjà dans le stade terminal, on passe plutôt aux soins palliatifs. Pourquoi c'est important ça? Parce que ça nous donne une bonne idée de la mortalité aussi. Quelqu'un qui est ici, ses chances de mourir, c'est de 5% par année. Quelqu'un qui est ici, c'est de 40% par année. Donc, j'essaie de montrer ça aux patients aussi pour dire, voyez-vous, si on ne travaille pas, on essaie de vous garder ici ou ici, parce que plus quand vous allez dans l'autre côté, vraiment, il n'y a pas beaucoup de chances d'avoir après de la place pour faire des interventions. Donc, Jean-Dominique a mentionné, Jean-Dominique a mentionné qu'on s'en sert maintenant de la technologie pour aider à gérer aussi les patients qui sont dans nos cliniques de défaillance cardiaque. Comme la plupart de nos patients sont des patients tous graves qui, plusieurs, remplissent des critères pour avoir soit des systèmes de type défibrillateur ou resynchronisateur, on est capable de suivre ces patients à distance. À Sherbrooke, on est dans les premiers centres qu'on a commencé il y a déjà quelques années à faire les suivis à distance et on est capable de voir tous les paramètres physiologiques, disons, des patients presque en temps réel pour certaines compagnies ou selon demande d'intervention pour d'autres compagnies, on va parler un peu plus en détail, pour faire les suivis. Donc, par exemple, ça serait très intéressant si un patient qui vous dit « écoutez, je suis plus essoufflé » et que ça serait intéressant de voir son pouls, par exemple, mais vous pouvez avoir accès par le système à distance et voir c'est quoi sa tendance de fréquence cardiaque dans les derniers 2, 3, 4 jours, 2 semaines. Si les patients, on voit que depuis à peu près au coïncident avec les symptômes, il commence à augmenter son pouls et sûrement est en train de tomber en défaillance cardiaque. Il va falloir le faire venir un peu avant pour donner un peu de la 6, etc. Donc,
les patients n'ont pas beaucoup de choses à faire, systèmes qui n'ont pas du tout besoin d'intervention du patient, d'autres systèmes qui ont besoin de l'intervention du patient pour transmettre des données, mais qui nous permet d'avoir plusieurs informations qui sont stockées dans la mémoire de ces appareils. Par exemple, il y a une compagnie avec laquelle on travaille qui est capable d'envoyer de façon complètement automatique toutes les informations des patients. À tous les jours, on est capable de voir les tendances sur la fréquence cardiaque, si le patient fait d'arythmie ou pas. C'est pas pour aller... Et ça, on le fait par l'Internet en plus, donc n'importe qui a un code d'accès pourrait les voir. Pas besoin d'être dans les centres universitaires tertiaires. Nous, avec Jean-Dominique, notre clinique principale de pacemaker est au Choix-Florimont, lui est à l'Hôtel Dieu, mais il rentre dans l'Internet puis est capable de voir l'information de ses patients ailleurs, puis pour les faire de chez lui aussi s'il veut. Donc n'importe où. Jean-Dominique s'occupe beaucoup de ses patients là. Et on pourrait les faire en fait n'importe où. Et plusieurs d'entre vous connaissez déjà un des systèmes des compagnies qui est capable de mesurer la quantité d'eau dans les poumons. Donc le principe est très simple. Normalement, dans les poumons, on a de l'air, pas de l'eau, sauf chez nos patients en défaillance cardiaque. Donc si on mesure l'impédance, si on mesure combien de résistance à un courant électrique ça se passe entre les câbles qui est ici en bas puis la machine qui est ici en haut, entre les deux, on a les poumons. Donc, plus que la résistance baisse, ça veut dire qu'il y a plus de liquide. Le liquide est plus facile à laisser passer le courant électrique, donc on a une impédance qui est moindre et qui sonnerait de l'air. Donc, quand les poumons commencent à se remplir, l'appareil qui mesure de façon à des intervalles, disons, fixes, l'impédance, si l'impédance commence à changer, il va y avoir une alerte pour me dire les poumons commencent à se remplir. Avec ça, on pourrait, puis Jean-Dominique est déjà assez expert, les patients, soit qu'ils sentent un bip, soit que la machine envoie l'information pour dire « Monsieur X commence à remplir ses poumons ». On appelle les patients. Parfois, si ça va bien, on attend 2 ou 3 jours, on demande de faire d'autres transmissions. Puis s'il commence à aller mal, on lui appelle pour faire un peu de la SIX. On évite déjà l'admission avec ce type de suivi. On a, comme je vous disais, toutes sortes d'informations qu'on va prendre de la mémoire de ces appareils. C'est vraiment des mini-ordinateurs qui sont implantés, qui nous prennent beaucoup d'informations, même qui peut transmettre les sortes d'arythmie qu'il fait, si le patient fait une arythmie, etc. Donc, ça, je vais passer, je ne pense pas que c'est pertinent, j'ai mis d'autres diapositives au cas où on avait plus de temps. Mais, pour revenir au message clé, idéalement, donc, on a 2 objectifs quand on fait un traitement électrique de défaillance cardiaque. Les premiers, diminuer la mortalité, et ça, on l'offre avec un défibrillateur. On pense, dès que la fraction d'éjection est en bas de 30%, si on a un patient qui remplit les critères, qui a une fraction d'éjection faible, qui a aussi un cœur dilaté, un bloc de branche gauche, on peut penser que ces patients travaillent de façon asynchrone et qu'on peut l'aider avec une resynchronisation. Et avec tout ça, donc, on essaye de retarder le plus qu'on peut la maladie et de ramener les patients un peu moins malades. C'est tout.